Bonjour à tous. Alors d'abord je corrige, je ne suis pas, donc je suis bien Ghislaine Doucourt, mais je ne suis pas Chief Digital Officer, ni Chief Data Officer d'ailleurs de chez Safran. Je suis juste responsable de Safran Analytics. C'est une entité qui a été créée chez Safran en janvier 2015 et je vais vous faire juste aujourd'hui un petit peu un témoignage de notre analyse chez Safran du digital et en particulier de la data, parce que nous on a d'abord commencé par les sujets data. Donc Safran, en quelques mots, c'est les résultats 2015, les résultats 2016 ne sont pas encore sortis, mais on a plus de 17 milliards, on est un acteur aéronautique, on a 3 grands métiers, on a donc l'aéronautique et l'espace, la défense et la sécurité, et puis on fait plus de 17 milliards de chiffre d'affaires, on a plus de 70 000 salariés. On est aujourd'hui en train de racheter un acteur majeur aussi du marché aéronautique français qui s'appelle Zodiac, qui va faire énormément grossir tous ces chiffres-là. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, vous avez quelques chiffres ici qui concernent nos produits. On a un acteur majeur dans les moteurs d'avion. 75% des A320 et des 737 sont motorisés par des moteurs CFM qui sont faits à 50-50 par Safran et General Electric. Et puis on fait des trains d'atterrissage, on fait des nacelles, etc. Donc ça c'était un peu pour Safran. Quelques minutes, mais parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par mes prédécesseurs et comme on nous manque de temps, je vais aller très vite sur ce que c'est que le numérique au quotidien et c'est ce qu'on vit tous, c'est-à-dire en tant qu'individu et dans nos entreprises. D'abord, le numérique, c'est le tout de suite. Il faut savoir que quand on a un téléphone, un smartphone dans notre poche, on a à peu près toute la connaissance du monde dans notre poche. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel dont on ne se rend peut-être pas compte parce qu'on a banalisé ces outils, mais on a, avec les smartphones, avec des moteurs de recherche comme Google, de nouveaux modes d'acquisition de connaissances et d'informations. Par ailleurs, et c'est peut-être aussi rentré dans notre quotidien et on s'en aperçut plus non plus, on a dématérialisé pas mal de biens. On n'entend plus parler tellement de l'industrie de la musique, mais elle a énormément souffert. L'information, c'est évident. Tout ça a été dématérialisé. La connectivité entre les personnes, là aussi ça nous semble clair, entre les personnes et les objets, et on parle de domotique, mais de plus en plus aussi entre les objets entre eux, avec l'Internet des objets, qui est en train de se développer un peu partout, puisqu'on est de plus en plus, et dans toutes les industries, en train de rajouter des capteurs qui permettent aux objets de communiquer entre eux et de se signaler leur santé, leur état, etc. La collaboration, et donc je ne fais ici que lister certains phénomènes qu'on analysera un peu plus dans la suite de la présentation, donc avec les réseaux sociaux, l'économie collaborative et la désintermédiation. On a déjà parlé un peu d'Uber tout à l'heure et de l'Uber consommateur tout à l'heure. Et puis, dans la production, on a de plus en plus, et Karine en a parlé tout à l'heure, un mix entre le réel et le virtuel, avec de la réalité augmentée, de la robotique, de la cobotique, de l'intelligence artificielle, etc. Et on a aussi des nouvelles façons de concevoir et d'approcher le marché, avec aussi, sur un même marché, ou bien sur une même niche de marché, des approches assez différentes entre les startups et les grands groupes. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Pour une entreprise, la digitalisation, ça veut d'abord dire se digitaliser soi-même et ses processus. On a parlé tout à l'heure de l'usine du futur, donc il se trouve, et puis on a parlé des grands groupes dans les deux présentations précédentes, il se trouve que Safran, c'est à la fois un grand groupe et un industriel. Donc je me retrouve tout à fait dans les deux présentations qui ont été faites. Donc nous travaillons beaucoup chez Safran sur l'industrialisation de tous nos processus. Et quand je dis tous nos processus, c'est nos processus de conception, de production, d'essai, etc. Et très traditionnellement, l'aéronautique a eu pas mal de processus déjà digitalisés, en particulier en conception, où nous utilisons des modèles 3D depuis très longtemps. Donc, tous ces processus internes changent profondément le fonctionnement des entreprises, et jusqu'à la RH, par exemple, avec des choses assez bêtes comme la fiche de paye digitale, tout ça, ça va changer les processus internes, les achats, etc. Il y a autre chose qui va changer pour les entreprises, et je pense que Patrick en a beaucoup parlé, c'est le client. Dans une entreprise industrielle comme Safran, comme Renault,
on a la culture de l'excellence du produit. C'est particulièrement vrai dans l'aéronautique où aucun risque n'est permis. Et donc, on se dit, et c'est vraiment la culture ambiante depuis des générations, que puisque le produit est excellent, le client ne peut que venir. Que peut-il faire d'autre? Et quand on commence à se lancer dans le digital, on doit s'apercevoir qu'il y a autre chose. Même si nos clients, à nous, dans l'aéronautique, chez Safran, nos clients sont de deux niveaux. C'est d'abord des avionneurs, Airbus ou Boeing, Dassault. C'est également, ensuite, des compagnies aériennes. Et donc, nous ne sommes pas dans la situation de Renault qui peut être en B2C, qui est en face de lui un consommateur final. Nous sommes dans une situation où on est en B2B, donc on a des consommateurs qui sont également des grands groupes comme nous et qui n'ont pas les mêmes besoins. En tout cas, pas aujourd'hui tout à fait les mêmes besoins. Qui ont déjà eu dans le passé, puisqu'ils avaient des secteurs achats professionnels, une rationalité dans l'acte de choix d'un fournisseur. Aujourd'hui, ce que permet le digital à un consommateur tel que vous et moi, c'est d'avoir tout de suite les prix de toutes les compagnies aériennes pour un voyage que vous voulez faire demain ou que vous voulez faire dans une semaine avec telle et telle destination, avec telle date. Une compagnie aérienne qui voulait acheter un avion dans le passé avait déjà un service achat qui s'occupait de ça. Donc, c'est pas dans ça que le digital va changer. C'est dans autre chose. C'est dans la prise en compte de nouveaux besoins. C'est également dans l'expérience utilisateur et l'expérience client qu'on n'a pas assez intégré quand on est des acteurs majeurs, des grands groupes et en B2B. Donc ça, c'est la première chose qui change, c'est vraiment la relation au client qui va changer, même si elle ne change pas aussi vite et aussi brusquement que quand on est en B2C. Ensuite, ce qui change, c'est la relation avec les fournisseurs et les partenaires, parce que pour avoir des lignes de production et une supply chain qui est fluide, particulièrement quand vous avez des ramp-up industriels, comme c'est le cas, c'est ce que nous vivons en ce moment chez Safran, où nous produisons les moteurs de la 320 Neo et du 737 MAX. Nous sommes en ramp-up industriel, ce qui nous demande une grande fluidité et une grande clarté dans notre relation avec nos fournisseurs. Et donc, nous avons besoin d'échanger des fichiers numériques et d'avoir ce qu'on appelle une continuité numérique. Et tout ça, c'est quelque chose de très récent et que nous devons mettre en place avec nos fournisseurs. C'est-à-dire que la digitalisation, elle dépasse le cadre simple de l'intérieur de la société. Ensuite, il y a les collaborateurs. Alors, on se dit que c'est la tarte à la crème de parler des collaborateurs et de dire d'eux qui sont nos premiers clients, mais c'est nos premiers clients. Parce que, et c'est ce qu'on va voir un petit peu après, une transformation digitale, elle est réussie ou ratée parce que les collaborateurs ont adhéré ou n'ont pas adhéré. On entend de ci, de là, et j'entendais la question tout à l'heure sur la place du collaborateur, l'ouvrier va disparaître des usines. Je ne pense pas d'abord que l'ouvrier va disparaître des usines. Et le deuxième point, c'est que surtout, dans nos usines, et c'est vraiment l'expérience qu'on en a, ce sont les opérateurs qui sont le plus demandeurs de digitalisation. Et on peut en être étonné, mais c'est le cas. En fait, ce qu'ils voient, c'est le hiatus qu'il y a entre leur quotidien et leur quotidien à la maison, avec les outils de leurs enfants, avec leur smartphone, avec leurs tablettes, et puis l'environnement industriel qui a quand même encore, dans la plupart des cas, un peu une génération de retard. Et donc c'est eux qui demandent d'avoir une tablette pour pouvoir faire des vérifications qualité, en visualisant et en comparant avec tout ce qui est les normes de fabrication des produits. Et c'est eux qui sont force d'initiative et qui nous disent j'ai vu des jeux de mes enfants et puis qui nous proposent d'aller de plus en plus vers de la réalité augmentée. Il y a également dans notre environnement, à tous d'ailleurs, des concurrents, et j'ai mis des concurrents actuels.
C'est-à-dire qu'on voit nos concurrents évoluer, faire des choses. Souvent, il y a beaucoup de buzz dans ce qu'ils font dans la digitalisation, parce qu'il y a un aspect fashion dans ce qui est digitalisation, il y a un aspect communication. On ne comprend pas forcément ce qu'ils font, où ils veulent aller. C'est pas forcément très, très clair. Et puis, il y a aussi des concurrents actuels qui sont en train d'évoluer vers d'autres métiers. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a de moins en moins d'imperméabilité entre un métier et un autre. On ne peut plus dire que les concurrents d'aujourd'hui ou d'hier seront les concurrents de demain, parce qu'on ne sait pas non plus dire si notre métier d'aujourd'hui sera vraiment notre métier de demain. Et donc, les concurrents s'observent, font des choses, font des actions, bougent les uns par rapport aux autres, et ces changements peuvent entraîner également des répercussions au sein de l'entreprise. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle autour de nous l'écosystème. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit j'ai des signes, là je suis en train de dériver sur mon temps, c'est ça, on voit apparaître de nouveaux intervenants, et puis de nouveaux concurrents qui ne sont pas à l'origine dans nos métiers. Et donc, il faut savoir utiliser les opportunités de ces startups qui sont sur des niches de nos activités pour en faire des leviers, pour aller plus loin, plutôt que de s'en inquiéter. Les autres opportunités, et là je vais aller très vite, c'est que on a dans une entreprise comme Safran, mais comme dans n'importe laquelle de vos entreprises, énormément de données. Et la donnée, c'est une véritable richesse, même si on s'en rend pas compte. On a des données, donc je disais, de manufacturing, de conception, des données finance, des données RH. Et puis dans notre environnement, il y a également énormément de données qu'on peut acquérir, que ce soit gratuitement ou en les payant. Il y a de l'open data, il y a des informations qu'on peut avoir avec nos fournisseurs, avec nos concurrents, avec nos clients. Et tout ça, si on arrive à les connecter, à les corréler, on peut en créer beaucoup de richesses. Et là, le vrai levier du digital, il arrivera quand on sera conscient de ça et quand on arrivera à connecter tout ça. Parce qu'on a décrit certains cas d'usage dans les présentations précédentes, et je ne vais pas revenir dessus, mais le vrai monde de demain, il est inventé quand on aura accès à tout ce genre d'informations. Donc, quelques-uns des challenges, parce qu'il y en a quand même des challenges, c'est la relation au temps. Quand vous êtes dans une industrie comme l'aéronautique, où un avion il vit plus de 30 ans, la relation au temps, elle est difficile, alors que dans le digital, c'est plutôt l'immédiateté qui prime. Le deuxième point, c'est la collaboration. Les grandes entreprises traditionnelles ont plutôt l'habitude de travailler en silo, du fait même de leur organisation, en particulier de systèmes d'information. La plupart des systèmes d'information dans les grandes entreprises ont été conçus par silo, c'est-à-dire qu'il y a un système d'information pour la finance, un système pour le manufacturing, un système pour la conception. Et donc, il n'y a aucune raison qu'ils communiquent naturellement entre eux. Donc, le partage d'informations est absolument pas évident. Or, la clé de la réussite dans le digital, c'est le partage. Un autre challenge, c'est le management du savoir. Qui est un sachant? Qui est le sachant demain? Puisque vous avez accès avec un smartphone à énormément d'informations, si vous arrivez à remplir le challenge de la collaboration, qui est le sachant? Un des points que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la place de la DSI. Qu'est-ce que fait la DSI? Est-ce que la DSI, c'est juste une machine à se faire engueuler quand les emails sont en panne ou quand le ERP a planté? Ou bien, et puis d'un autre côté, on a les Chief Digital Officers et tous les gens qui s'occupent du digital qui font les choses fun. On a des gens qui rament au fond de la galère, et puis on a une sorte d'informatique à deux vitesses. Et le vrai challenge, c'est d'embarquer la DSI dans la digitalisation. C'est pas simple, mais si on ne le fait pas, de toute façon, la réussite ne sera pas au bout, quoi. Et puis, le dernier point, et on l'a aussi évoqué, c'est l'organisation du travail et des compétences, parce que tous nos métiers vont changer, les modes d'apprentissage vont changer, les relations hiérarchiques vont changer, et tout ça, il faut le prévoir et il faut le gérer. Donc, chez Safran, on a créé Safran Analytics, comme je vous le disais tout à l'heure, en janvier 2015, pour travailler sur les données. L'objectif de Safran Analytics, c'est de créer de la valeur à partir des données pour le groupe Safran, avec deux axes: l'amélioration de la performance interne et une meilleure connaissance du client et de l'usage qu'il fait de nos produits à travers les données.
En termes d'organisation et de démarche, il n'y a pas de formule magique. Je pense que tout est lié à la culture de l'entreprise, à l'organisation déjà existante de l'entreprise, à sa maturité. Et le point qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, je pense, dans la présentation plutôt de Patrick, c'est de dire que quand on parle digitalisation, on parle beaucoup de technologie, mais il y a énormément de conduite du changement, et c'est ça le vrai challenge. Merci beaucoup. Merci, Yann Ducamp. En fait, vous avez beaucoup insisté sur les data. Oui. On a compris que comme vous êtes dans un système un peu particulier B2B avec d'autres très grands industriels, on n'avait pas vraiment le même problème direct avec le consommateur final. Donc il y a beaucoup de données, des données très sensibles aussi, oui, qui peuvent être industriellement sensibles, confidentielles, secrètes, voire par rapport à certains usages. Et donc on a des questions étrangement, par exemple, sur, enfin étrangement non, elles sont pertinentes, mais par rapport à ce que vous avez dit, sur la cybercriminalité. Est-ce que vous avez un plan spécial ou des spécialistes en interne qui luttent contre les risques de cybercriminalité et le piratage des données? Alors, il y a deux types de piratage des données. Il y a les données d'une entreprise, et là, comme dans n'importe quelle autre entreprise, on a des spécialistes pour pas que nos systèmes, pour pas y avoir d'intrusion dans nos systèmes informatiques. Je pense que toutes les sociétés ont ça, et la DSI s'en occupe. Et on a des spécialistes effectivement de la sécurité. Au fond de... Non, il ne faut pas que ramer. Mais ça, c'est ramer aussi, hein, de se protéger des intrusions. C'est pas rigolo tous les jours. Et puis après, il y a de plus en plus, on parle de plus en plus d'avions communicants et d'équipements communicants et de risques de voir un jour un avion détourné par quelqu'un qui serait à bord et qui aurait pris un super pirate qui aurait pris contrôle de l'avion. Ouais. On y travaille aussi. Aujourd'hui, les avions sont pas si communicants que ça. Et ça paraît extrêmement difficile, mais je ne suis pas un intégrateur avion, il faudrait poser la question plutôt à Airbus, à Boeing ou à Dassault. Aujourd'hui, assez difficile, même si certains revendiquent de l'avoir fait. Bon, alors quand on laisse son portable ouvert dans l'avion, on risque de le faire tomber ou pas? Alors parce que ça c'est une question qui revient souvent. On nous dit de faire tomber l'avion. On nous dit surtout éteignez vos portables. Alors il faut pas être trop connecté dans l'avion. Ça vous avez pas mis au point le système qui part à toutes les ondes électromagnétiques. Ça je sais pas. Je suis ni un spécialiste de télécom ni de l'avion. Et une dernière question et je vous laisse. Toujours pareil par rapport aux données générées. Au-delà du piratage éventuel, il y a le mouvement inverse. Ceux qui ne veulent pas être finalement regardés, observés, espionnés. On a toujours peur que ces données, celles du client par exemple, puissent être espionnées, utilisées à des fins commerciales avec des partenaires. Est-ce que là aussi vous avez une politique particulière? Alors, déjà nous dans l'aéronautique, et je pense que c'est de manière générale en B2B, on n'a pas la même capacité à accéder aux données des clients sans leur accord. C'est-à-dire que quand on veut travailler avec les données des compagnies aériennes, on est obligé de leur donner quelque chose en échange et de signer un accord. Forcément. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. On veut créer un nouveau service, vous allez y trouver un avantage et donc vous nous donnez accès à vos données. Alors que nous, en tant qu'individus, sans même nous en rendre compte, quand on active une application, on donne accès à nos données. Déjà. Voilà. Et ça, c'est pas la même chose quand on est en B2B. Merci infiniment.